Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je le sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés? Ça observe les oiseaux. Tu vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie? Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entrepotes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô, Vicky, comment tu vas? Comme d'habitude, je suis assez énervée, là. Il fait beau, c'est le fun. Puis en plus, c'est cute. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, Oh, Vicky oui. s'est surpassée avec son outfit. Là, je suis tellement contente que tu m'en parles, Laurence, parce que aujourd'hui, je suis ce que je qualifie de belle par accident. C'est-à-dire que ça n'a pas rapport, là, mais j'ai lavé mes cheveux pour la première fois depuis ma dernière coupe de cheveux. Puis Dieu sait que ça peut aller vraiment dans les deux sens. Hein? Ça peut soit être vraiment flawless, magnifique, comme ça peut être lettre, comme 4Q, excusez l'expression. Mais non, man, je les ai lavés, je les ai séchés, puis comme ils sont volumineux, ils sont soyeux. Puis là, j'ai un nouveau outfit parce que je me suis acheté un veston dans une friperie. Je suis genre... Je suis trop belle pour garder ça rien que pour moi. Fait que vraiment, I'm feeling good about myself. Yeah! Puis la vie est tellement belle. On a aujourd'hui en studio Anne Leblanc. Hello! Anne, comment ça va? Ça va bien, là, je commence à prendre ça personnel, que tu te mets cute pour moi. Ça se c'était- peut-tu? C'était exactement pour toi. Anne, ça fait un méchant bout qu'on s'est pas vu. Tantôt, on longtemps. se disait genre 4 ans. Fait que je me suis dit là, après 4 ans, je peux pas arriver là en jogging. Là. Ça me prend comme le outfit de feu. De feu, De es-tu feu. là? Merci full. Pour ceux à la maison qui sont curieux, inquiétez-vous pas, là, des images vont suivre sur nos réseaux sociaux parce que, comme je le dis, t'es trop cute pour garder ça pour moi. Alors, Anne, comment ça va? Hey, ça va bien en feu aussi. Merci tellement pour l'invitation. Je me sens bien, je me sens privilégiée, ça faut le dire, de pouvoir bien. faire partie de vos charmantes invités. Ça me Oui. touche profondément. Hey, mais merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Bon, pour ceux et celles à la maison qui n'ont pas la chance de te connaître, permets-moi de te présenter. Oui. Alors, tu as fait ta maîtrise en anthropologie ici à l'Université Laval et dans le cadre de ton mémoire, tu as travaillé sur la transition démocratique en Tunisie. Et depuis, ton parcours est plutôt guidé par l'engagement sociopolitique. D'ailleurs, ça t'a mené à faire un stage avec la Fondation Jean-Charles Bonenfant à l'Assemblée nationale, ainsi qu'à obtenir un contrat pour la campagne électorale municipale de 2021. Et tu travailles actuellement comme conseillère en développement social à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Mhm. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Oui, mais super résumé. Puis effectivement, mon employeur en fait un nom de 3 pieds de long, mais on l'aime d'amour. Oui, en fait, conseillère en développement social, qu'est-ce que ça mange en hiver? Grosse question, je me la pose des fois moi aussi. En fait, c'est que c'est un poste dont la beauté est d'être très versatile, très flexible. Essentiellement, j'accompagne les agents et agentes d'aide sociale qui travaillent dans les communautés des Premières Nations au Québec, dans leur rôle, responsabilité, dans leurs relations. Donc, ça touche beaucoup de choses. Fait que mon mandat est assez varié. Fait que c'est le fun.
Génial. On aura l'occasion de parler de tes tâches plus en détail au courant de l'épisode. Écoute, moi, je vais commencer par la question qu'on pose à tous nos invités, qui est probablement ma question préférée. C'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a dit à propos des anthropologues? La chose la plus funky, bonne question. Je pense que j'aurais en tête quelqu'un qui a répondu quelque chose comme anthropologue, comme Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, c'est qui ça? Guillaume Dulude, en fait, c'est quelqu'un qui est sur la scène publique, médiatique au Québec. C'est quelqu'un qui a fondé son entreprise Psycom, donc qui œuvre à la fois en psychologie, j'imagine. Donc, c'est une personne, en fait, qui a des méthodes très, très différentes de l'anthropologie. J'entrerai pas trop en détail. Vous pourrez aller lire un petit peu sur ce qu'il fait. Oui, on va se contenter de dire peut-être que c'est pas parce que tu voyages dans des endroits éloignés que tu rentres en communication avec des communautés, des peuples que tu considères autres, que tu fais nécessairement de l'anthropologie, que tu utilises nécessairement des méthodes qui peuvent être considérées d'anthropologiques et que tu peux te considérer donc un anthropologue. Je vais d'ailleurs en profiter pour citer un de mes premiers cours à l'université. On est dans la nostalgie ici, vous comprendrez. C'était avec Isabelle Henrion-Dourcy, qui est professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval. Et dans le cadre du cours Introduction à l'anthropologie, elle nous avait dit justement, tu sais, qu'est-ce que l'anthropologie n'est pas. Puis là, elle avait plusieurs slides dans son PowerPoint, puis il y avait la boutique de vêtements, anthropologie, mais il y avait aussi comme voyager, ce n'est pas de facto de l'anthropologie, jouer de la musique ethnique dans un groupe, ce n'est pas de l'anthropologie, et etc. Puis ensuite, elle nous avait dit, bon, le facile, la job est faite, qu'est-ce que l'anthropologie n'est pas? Maintenant, parlons de ce qu'est l'anthropologie. Et c'est la question que je te pose. Anne, qu'est-ce que tu pourrais résumer? Comment tu pourrais résumer l'anthropologie à des gens qui sont peut-être pas nécessairement familiers ou familières avec? Oui, l'anthropologie, c'est un bel exercice à essayer de synthétiser qu'est-ce que c'est. C'est beaucoup de choses à la fois. Moi, ma définition personnelle, et après quelques années à ne plus œuvrer directement dans le monde universitaire anthropologique, j'irais dans le fait que c'est une science sociale qui, par différentes méthodes, cherche à décoder en profondeur les aspects d'une culture dans un contexte particulier. Ça c'est large, ça. Mais en fait, pour préciser, en fait, dans la vision plus particulière que j'ai, l'anthropologie, en fait, porte une attention spécifique aux relations de pouvoir et à la quotidienneté de l'expérience. Puis, je vais peut-être préciser, relations de pouvoir, c'est à la fois au sein de la communauté étudiée, la communauté mais en relation avec d'autres communautés, et pas mal aussi avec la personne que nous, on est comme anthropologue. Il faut vraiment se questionner sur nos liens avec la communauté. Oui, puis encore une fois, là, quand on parle de relations de pouvoir, je me permets une petite précision. Là, on ne parle pas uniquement, n'est-ce pas, de la classe de l'élite, par exemple, la classe politique. Hein? L'anthropologie nous montre bien qu'une relation de pouvoir, il y en a dans à peu près tous les types de relations. Puis des fois, ça s'interchange. On va prendre le fameux exemple d'une relation de couple. Dans certains cas, si un des deux partenaires du couple fait plus d'argent, dans ce contexte-là, c'est lui qui est en position de pouvoir, disons, par rapport à son ou sa partenaire qui a un salaire inférieur. Mais dans d'autres circonstances, le pouvoir peut s'alterner. Puis là, ça peut être l'autre partenaire qui est en situation de pouvoir parce que X, Y, Z raison. Là, on est d'accord avec ça. Donc, les relations de pouvoir, ça peut être plus que simplement l'élite politique, par exemple, et le reste de la population. Absolument. Puis en fait, peut-être pour préciser aussi qu'est-ce que je veux dire par pouvoir, c'est qu'on sait que l'histoire est écrite par les dominants, les groupes dominants. Donc, en tant qu'anthropologue, c'est nous qui tenons le crayon. Donc, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme disait l'autre. Fait que c'est ça, en bref, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on retient comme données, pourquoi on exclut certaines, qu'est-ce qui guide notre analyse. Donc, il faut vraiment regarder ça avec attention.
ben justement, là, on commence à parler un peu de qu'est-ce qu'on fait, hein, les anthropologues. J'aimerais ça savoir comment s'est passé, bon, ton première expérience de terrain. Puis là, tu peux nous parler un peu, là, bon, dans tes études, au niveau professionnel, parce que justement, c'est la première fois qu'on parle à quelqu'un qui est sur dans le monde professionnel non lié à l'académie. Oui. Oui, fait que comment s'est passée ma première expérience de terrain? Ben en fait, moi, ça me fait sourire, en fait, cette question-là, parce qu'on dirait que, tu sais, en anthropologie, on se fait tout le temps dire attention, votre terrain, ça se passera pas comme vous pensiez. Puis on était, tu sais, on est comme ça cadre un peu notre perspective déjà. C'est un genre de dérapage contrôlé. Puis on est à l'aise avec ça. On est là pour ça. Fait que je dirais que mon expérience terrain aussi, si elle se compare avec ma vie professionnelle, j'étais quasiment plus préparée au terrain anthropologique qu'à mon terrain professionnel, on va dire. C'est intéressant, ça. Oh, c'est ça. Puis, si je fais du pouce un petit peu avec l'expérience terrain professionnel, je vais y aller avec l'expression un peu de la culture de la vie de bureau. C'est peut-être ça avec quoi j'étais la moins préparée. Ça peut, en fait, dans mon cas, je le vois comme un choc culturel. C'était un de mes grands chocs culturels dans ma vie à date. Parce que c'est ça, j'avais envisagé mon terrain de maîtrise d'anthropologie comme une expérience, une opportunité d'apprentissage, mais la vie professionnelle, c'est pas la même game, on va dire. Puis est-ce que tu dirais que le terrain, du moins de la maîtrise, oui, effectivement, c'est une occasion d'apprentissage, tandis que le marché du travail, c'est une occasion de performance. Les attentes ne sont pas les mêmes, là, tu sais. Exactement. Non, tu as bien compris ce que je voulais dire. En fait, c'est que tu as des attentes de productivité, des attentes de résultats, ta réputation, elle se construit, puis la réputation, elle se construit aussi en anthropologie, mais c'est pas les mêmes effets qu'on peut avoir de part et d'autre. Puis c'est ça, puis en termes d'attente, tu sais, on parle d'attente en connaissances techniques, en connaissances générales, en maîtrise de code dans le milieu professionnel, en maîtrise de relations hiérarchiques, interpersonnelles. Ça joue sur beaucoup de plans aussi. Et justement, faut s'y préparer à ça. Même que dans certains cas, ce qui est valorisé dans le domaine académique n'est pas nécessairement dans le domaine professionnel. Par exemple, pendant nos études, on est encouragé à prendre plusieurs contrats puis à multiplier ses expériences ou à multiplier ses sphères d'activité. Tandis que sur le marché du travail, généralement, on cherche des gens qui sont disponibles, qui sont focus, en fait. On est moins... Tu sais, moi, je le vis là, avec mon emploi qui est saisonnier. Ben c'est pas si valorisé que ça d'avoir plusieurs emplois ou d'alterner, en fait, là, de contrats au fil de l'année, tu sais. Fait que c'est pas du tout les mêmes barèmes là, entre l'académique puis le professionnel. Donc, toi, Anne, tu nous as déjà mentionné que ça avait été un choc culturel. Ton plus grand défi, mettons, ça a été quoi quand tu es arrivé dans ton emploi, là, sur le marché du travail? Ça a été quoi le plus gros dépaysement, la chose qui t'a soit le plus ébranlée ou surprise par rapport à cette différence-là entre l'académique et le professionnel? Oui, c'est une bonne question. Je dirais qu'en anthropologie, vraiment, on est une discipline qui aime prendre son temps, qui aime comprendre les choses en profondeur, qu'on sait qu'un article sur un sujet donné de 20 pages, ça résume plus une situation, puis que ça rend pas compte, ça rend pas justice à toutes les nuances qu'il peut y avoir dans une situation. Et quand je suis entrée, ma première expérience professionnelle, c'est dans le monde politique. Politiquement, en fait, quelque chose qui va en profondeur, c'est un article de journal. Ça peut souvent être ça, ou un reportage de journal. Et c'est absolument pas pour dénigrer le travail journalistique, qui est absolument essentiel, en fait, mais on n'est pas dans les mêmes dans les mêmes proportions de temps consacré à écrire quelque chose, à lire quelque chose. Une revue de presse, souvent, en fait, c'est on lit un titre, le sous-titre, boum, suivant. Mais fois tout le journal, fois un autre média. Fait que ça va vite et j'étais pas préparée à cette vitesse-là. Ça m'a bousculé un peu.
Ben, je voulais savoir d'abord, dans ce cas-là, en quoi tes études en anthropologie t'ont servi là, dans le marché du travail, dans ton poste actuel? Je dirais en fait que mes études m'ont pas mal servi à relativiser beaucoup de choses, à m'ancrer, à me solidifier dans des perspectives. L'anthropologie, c'est quelque chose que je traîne précieusement avec moi à tous les jours. Je tente vraiment le plus possible de la vivre en moi, dans mon corps aussi. De me dire que tout est construit. Oui, qu'il n'y a pas grand-chose qui est donné, qui est acquis comme ça. À peu près tout ce qui nous entoure est un construit social. Ouais. Je pense que c'est ça. Quand on devient anthropologue, c'est pas juste un métier. C'est une profession. Mais non, mais c'est aussi, tu sais, c'est pas juste un savoir-faire, c'est un savoir-être, en fait, quand on devient anthropologue. La perspective qu'on a sur tous les éléments, tout ce qui nous entoure, en fait, change grandement. Là. Fait que je pense que c'est ça, toi, que t'as retenu le plus. Pas mal. Ouais. Oui, puis je pense qu'on peut toutes s'entendre sur le fait qu'en anthropologie, on nous apprend beaucoup à être conscient de soi-même. Justement, tu l'as mentionné tout à l'heure, quand on écrit, par exemple, on essaie de faire attention à comment on formule les choses, qu'est-ce qu'on va dire, quel impact nos écrits vont avoir sur les gens avec qui on a travaillé ou sur le reste de la discipline. On est comme vraiment tout le temps en train de se regarder travailler puis de se remettre en question puis d'essayer d'être conscient de ses propres préjugés, de ses propres biais. Fait que je pense qu'effectivement, c'est une discipline qui transforme non seulement sa façon de travailler, mais aussi sa façon d'être, comme Laurence l'a si bien dit. L'être au monde. L'être au monde. Mais là, mettons, là, concrètement, toi, ta journée de travail, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi l'horaire de travail d'une conseillère en développement social? Oui. Hey, la journée de travail typique, il n'y en a pas vraiment une. En fait, peut-être je peux plus parler des mandats que j'ai. En fait, c'est que les agents d'aide sociale, avec le système québécois, ont de la formation continue, ont accès à différentes ressources, différents outils, ont accès à des collègues de travail dans différents domaines. Avec les Premières Nations, le système n'est pas tout à fait pareil. Ils n'ont pas accès aux mêmes choses, aux mêmes ressources. Et donc, c'est un peu, moi, leur formation continue. Fait que justement, en fait, je pars dans quelques jours, notamment à Ouachat, pour donner une formation sur la communication non violente. Genre de choses qu'on peut faire. Puis cette formation-là, elle se déploie à ce moment-ci, puis ça va être donné auprès de plusieurs autres communautés. Mais je donne la formation sur plein d'autres éléments, mais en bonne partie sur la réglementation du programme de l'aide sociale. Donc, voilà, ça amène toutes sortes de belles aventures au travers de ça. Là, moi, j'ai remarqué que la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, ça a l'air d'engager beaucoup d'anthropologues, on va dire ça de même. Mais ça, mon LinkedIn en ce moment, là, je vois juste ça popper. Telle personne a commencé un nouveau poste. Ton LinkedIn te ment pas, effectivement. Non, c'est ça. En fait, je me suis amusée l'autre jour à compter. On était combien de personnes qui avaient gradué d'anthropologie depuis le début. Et en ce moment même, l'employeur, c'est un peu un hotspot là, pour les anthropologues. On est près d'une dizaine d'anthropologues employés. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a un secteur complet qui fait de la recherche. Donc, il y a une bonne concentration d'anthropologues qui sont là, mais il y a moyen de trouver chaussures à son pied dans différents autres secteurs ou départements qu'on pourrait dire sinon. Les anthropologues sont partout. Oui, c'est ça. C'est juste rare qu'on a le titre d'anthropologue là, comme poste, là, mais c'est vraiment vrai qu'on est partout. Attention! Il y a peut-être un anthropologue caché près de vous. On sait jamais. C'est ça. Donc, tu travailles beaucoup, tu donnes des formations avec des gens issus des Premières Nations, mais ça, ton diplôme en anthropologie, ça doit quand même être facilitant, c'est-à-dire que tu es habitué à communiquer ou travailler dans des contextes où il y a des différences culturelles puis à les reconnaître. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu procèdes quand tu donnes des formations auprès des Premières Nations?
Oui, mais c'est clair qu'en fait que l'anthropologie va venir aider à relativiser beaucoup de choses, puis à comprendre que différentes notions qu'on pense qui sont acquises par tout le monde, en fait, non, pas du tout. Que ce soit la perspective de, c'est quoi du travail, c'est quoi ça devrait être quoi une rencontre, comment est-ce que on fait circuler de l'information entre nous. Ça va jusqu'au temps de parole, le temps qu'on met dans le silence entre deux phrases. Ça occasionne justement des petites réflexions culturelles en se disant « OK, mais moi, je pensais que tu avais fini, mais tu n'avais pas fini en fait. Donc, il faut vraiment que je me décentre de ma propre perspective pour m'immerger le plus possible dans une culture qui n'est pas la mienne et c'est très stimulant, ça. Très cool, très cool. C'est fascinant comme travail. Puis j'espère que tu vas passer un bon moment à Ouachat. Merci. Oui. En tout cas, moi, je connais quelques personnes par là, puis habituellement, on passe des bons moments là-bas. Oui, non, c'est ça, effectivement. Anne, moi, j'aurais une question, là. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est aux études, soit au bac, à la maîtrise, en anthropologie, puis comment on peut se préparer, commencer à regarder comment intégrer le marché du travail, trouver des employeurs, etc. Comment, aurais-tu un conseil sur comment on peut s'y prendre un peu? Je me vois moins comme une personne qui donne des conseils, mais de par mon expérience, en fait, ce que j'ai trouvé très utile, c'est de ne pas sous-estimer l'importance de son réseau. Et que ce soit le réseau professionnel, mais le réseau de bénévolat, réseau amical aussi. Il y a beaucoup de bouche à oreille et ça peut vraiment nous mener à nous débloquer vers d'autres milieux qu'on n'aurait pas pensé. Tu l'as bien dit, Laurence, tantôt, en fait, l'anthropologie, tu sais, c'est super versatile. On ne sait pas où est-ce qu'on va rencontrer un ou une anthropologue, mais en ce sens-là, c'est que nous-mêmes, il faut se préparer à l'idée de on va peut-être pas retentir où est-ce qu'on pensait, puis c'est correct comme ça aussi. C'est ça nous permet d'explorer peut-être des perspectives qu'on n'aurait pas vues, en fait, sur lesquelles on n'a pas nécessairement eu des informations pendant notre formation. Parce que souvent, ce qu'on entend, quand on entend parler d'anthropologues, c'est des profs ou c'est des chercheurs ou c'est des gens qui sont affiliés d'une façon ou d'une autre à un centre de recherche ou à une université. Mais on s'entend que la recherche ou l'enseignement, c'est pas les deux seuls champs d'action d'un anthropologue. Il y a d'autres types de métiers ou d'autres types de débouchés là, qui peuvent être poursuivis par les diplômés. Mais il faut les trouver. Il faut ouvrir l'œil. Il faut réseauter. Il faut réseauter. Allez au 5 à 7. Allez-y au 5 à 7 des départements. Soyez présents dans vos assos étudiantes. Allez au Fort d'emploi. Puis encore une fois, je veux juste mettre l'accent là-dessus. C'est pas forcément réseauter dans le but de trouver un emploi. C'est en général entretenir un beau réseau de contacts. C'est utile pour tout le monde, finalement, parce que vous pourriez aider quelqu'un à votre tour aussi. C'est ça, c'est du donnant-donnant, mais l'anthropologie, c'est aussi des réseaux, fait que mettons ça en pratique. Ben oui, c'est ça. Mais moi, je me souviens, même en parlant de comme réseautage, mettons, là, je me souviens quand j'étais au bac, on chillait à l'Anthropos. Puis il y avait une foire genre d'emploi là, qui avait lieu ou une activité du service de placement de l'université qui avait lieu au Desjardins cette journée-là. Puis je me souviens que moi, je me suis demandé, j'y vais-tu? Parce que je suis juste au bac, mais en même temps, j'avais des questions sur les employeurs potentiels, puis ça ressemble à quoi, tu sais? Puis je me souviens que là, mes camarades qui étaient avec moi à l'Anthropos, là, ils snobbaient bien raide les foires d'emploi, tu sais. Puis aujourd'hui, j'y repense, puis je suis comme, non, tu sais, il faut y aller, puis il faut voir, faut explorer, tu sais, il faut sortir de notre zone de confort. Puis aujourd'hui, ça me semble tellement évident quand il y a des foires d'emploi ou des occasions de réseautage ou des colloques qui sont organisés ou des trucs, j'y vais, tu sais, ne serait-ce que pour me garder au fait des développements ou rencontrer des gens ou tu sais, je trouve que c'est ça, il faut pas avoir peur là, d'aller de l'avant puis de booster ou en tout cas entretenir son réseau, effectivement.
Je veux juste préciser là, pour ceux et celles qui ne sont pas passés par le département d'anthropologie de l'Université Laval, l'Anthropos, là, c'est le local de l'Association des étudiantes et étudiants en anthropologie où se rassemblent souvent les étudiants et étudiantes en anthropologie pour refaire le monde. Ouais. Oui, on va mais dire ça comme ça. On pourrait même dire qu'à l'Anthropos, les cours, c'est comme 70% du parcours. 30%, ça se passe à l'Anthropos, du moins dans mon temps. Qu'on a là. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, on s'entend-tu que... Bon, là, c'est full éditorial. Là, je suis peut-être la seule personne à penser de même, mais... Moi, mon expérience de l'anthropologie, ça s'est beaucoup construit dans le dialogue puis dans les échanges. C'est une discipline qui, même si on lit beaucoup, même si on fait beaucoup de lectures puis beaucoup de recherches en bibliothèque, c'est pas une discipline qui s'apprend dans les livres. C'est une discipline qui s'apprend à travers les échanges puis à travers les discussions puis à travers les débats, des fois. Puis, fait que moi, ma réussite là, de mon bac est beaucoup par les discussions que j'ai eues à l'extérieur des cours avec mes collègues ou avec des étudiants de d'autres niveaux qui avaient peut-être eu des profs différents des miens puis qui m'ont apporté des nouvelles perspectives. Donc, je veux pas faire de peer pressure, mais c'est quand même intéressant d'aller faire un tour dans vos locales d'association, ne serait-ce que pour vous permettre de discuter de ce que vous avez vu dans vos cours à l'extérieur de la classe, dans un contexte peut-être moins intimidant aussi. Des fois, c'est moins intimidant de dire vraiment ce qu'on pense, puis de vraiment poser des questions si on n'a pas compris des choses quand le prof n'est pas là. Puis je trouve que c'est ça, c'est une bonne idée. Aller faire un tour, puis d'apprendre à connaître d'autres personnes, puis d'avoir d'autres perspectives, puis de réfléchir, d'étendre la réflexion à l'extérieur des classes, là, c'est quand même... c'est bright. Je ne peux qu'appuyer ton commentaire. Ouais. C'est ça. Puis ça nous fait connaître d'autres personnes, puis élargir notre réseau de contacts, puis potentiellement faire des podcasts. Ben, tu sais. Puis c'est important là, de savoir interagir avec des collègues parce que sur le marché du travail, j'imagine que les relations de travail aussi, ça fait partie de la réalité. D'ailleurs, toi, t'as une collègue, je pense, de qui t'es très proche. Qui s'appelle Karen. Mm-hmm. Une collègue ou une compagne de bureau, en fait. Petite anecdote, en fait, c'est que j'ai reçu une plante qui s'appelle Karen 2 en l'honneur de Karen Barad, qui est pas anthropologue, mais qui est physicienne, philosophe des sciences. En fait, c'était une personne qui était un pilier du cadre théorique d'une de mes bonnes amies anthropologues. Donc, petite anecdote cocasse ici. Donc, t'as amené un petit peu de cadre théorique dans ton bureau. Ça nous laisse jamais, ça. Hein? Ça nous suit partout. Jamais. Ça nous suit partout. Comme notamment le concept d'agentivité. Mm-hmm. D'agencéité. Je pense que les deux se disent. En anglais, c'est agency, puis en français, ils ont comme pas réussi exactement. Moi, là, c'est parce que, pour vrai, j'ai lu... Parce que pour ceux qui nous écoutent, là, je sais pas si on vous l'avait dit, mais... on demande à nos invités de remplir un formulaire de pré-entrevue pour un peu voir là, leur parcours, s'ils ont des anecdotes, des choses comme ça. Là. Puis là, moi, il y a quelque chose que je veux absolument aborder parce que je suis vraiment curieuse. Tu nous dis que tu penses régulièrement justement à l'agencéité ou l'agentivité des frigos. Quelque chose que tu aurais étudié dans le cadre d'un cours d'anthropologie au département avec Manon Boulienne, si je me trompe pas? En fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai jamais suivi le cours en question. C'était justement à l'Anthropos qu'on en parlait. Et donc, c'était une camarade d'études et une bonne amie qui nous parlait d'un texte qu'elle avait lu puis qu'elle avait étudié en classe. Puis elle avait donc trippé là-dessus. Puis on se rappelle, ça va faire bientôt 10 ans là, qu'on a parlé de cette conversation-là. Et ça me reste en tête, l'agencéité, l'agentivité du frigo. Là, je le résume probablement très mal, mais ce qui m'est resté en tête, c'est le fait que quand on a un aliment qu'on est comme pas sûr, ça me tente de le manger, on le met au milieu du frigo. Peu à peu, les jours passent et il se fait comme pousser dans le fond du frigo. Fait que là, à un moment donné,
3 mois plus tard, on leur sort puis on fait « Oh non, il est plus bon, on peut pas le manger. » Mais c'est pas tant toi qui as décidé de pas le manger, c'est le frigo qui a décidé qu'il était plus bon. Fait que c'est ça, c'est un beau texte sur l'agencéité des frigos, le pouvoir d'agir des frigos. C'est ça, parce qu'effectivement, pour ceux qui sont moins familiers, là, l'agentivité, mettons que je le résume très, très, très brièvement, c'est l'idée, en fait, qu'on aurait une capacité d'agir ou de prendre ses propres décisions, puis que ces décisions-là ou nos actions ont un impact sur le monde qui nous entoure, sur notre environnement. Donc, nécessairement, vous aurez compris que de penser qu'un être inanimé a de l'agentivité, c'est funky, mais pourquoi pas? Hein? Après, on va peut-être passer à l'agentivité des vêtements ou des jeans. Hein? Je ne suis pas belle parce que moi, j'ai choisi d'être belle. Je suis belle à cause de mon magnifique veston rouge. Voilà, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Je le plug à chaque fois que je peux. Excellent. Hey, Vicky, je regarde l'heure, puis je pense que... Par Jupiter, il est maintenant venu le temps du culture pop! C'est donc excellent. Donc, Anne, tu avais préparé une petite chronique culture pop pour nous, si je me trompe pas? Je me demande bien de quoi pourrait être question cette culture pop. Oui, ça m'a fait bien sourire de réfléchir, en fait, à qu'est-ce que je pourrais vous partager dans ce segment-là. Et, nom de Dieu, nom de Jupiter, j'ai pensé à la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. Donc, pour les gens qui sont pas déjà familiers avec cette scène-là, c'est un moment, en fait, dans le film où Astérix et Obélix, les personnages principaux, doivent se procurer le laissez-passer A38. C'est une des épreuves qu'ils doivent accomplir. Et le laissez-passer A38, le punch, en fait, c'est qu'il est extrêmement difficile à se procurer. Il faut passer par un dédale administratif pour ça. Et avec cet objectif-là en tête, ils rencontrent un groupe d'employés très différents les uns des autres, mais qui répondent tous et toutes à des normes professionnelles qui sont au-dessus d'eux. Et donc, c'est ça, on devient fou à force de chercher le fameux formulaire A38. Et en fait, c'est une critique de la bureaucratie occidentale, on va dire. Fait que je voulais pas tant faire une chronique sur la bureaucratie at large de façon générale, mais j'avais envie, en fait, de vous parler un petit peu de c'est quoi la vie de bureau. Donc, qui peut à la fois être un côté très prestigieux pour différentes personnes, qui peut être au contraire aliénant pour d'autres. Mais en gros, c'est ça, que ça soit dans un espace professionnel, peu importe dans une entreprise privée, une institution publique, on parle d'un travail à la fois collaboratif et hiérarchique dans un espace qu'on appelle, désigné bureau. Un bureau partage avec d'autres personnes en espace ouvert, avec des petits paravents, ou encore un bureau à la maison. Ce que j'avais envie de faire pour la chronique, c'est non pas de résumer le film, mais de vous offrir à vous, tout le monde, ma propre ethnographie. Donc, un ensemble de codes sous-entendus qu'il faut acquérir pour naviguer avec plus d'aisance dans la vie de bureau. Donc, Anne, je vais juste t'interrompre. Donc, tu nous proposes une ethnographie pour notre plus grand plaisir, mais une ethnographie pour ceux et celles à la maison qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Est-ce que tu peux juste expliquer en quoi ça consiste? Une ethnographie, comment je résumerais ça? C'est un ensemble d'observations, de discussions également. C'est basé sur l'expérience et en fait, c'est une technique pour récolter des données. En fait, c'est probablement le principal outil de récolte des données des anthropologues. Donc, pour les biens de l'exercice ici, en fait, c'est pas une ethnographie complète. Je ne la jumelle pas avec une revue de littérature. C'est simplement basé sur mes expériences et observations au fil des dernières années de vie professionnelle. J'aime ça. Fait que là, j'espère que nos auditeurs et auditrices, vous allez prendre des notes. En tout cas, moi, j'ai sorti mon crayon. Oui, alors je l'ai fait un petit peu sous forme de liste. Et bien, parlant de liste, en fait, mon premier conseil, moi qui disais qu'il ne donne pas de conseils, mais je vais en faire pareil ici. En fait, brise les règles. En fait,
quand vous arrivez dans un nouveau milieu de travail professionnel, faites-vous une liste, votre liste perso des acronymes. J'ai été surprise à quel point chaque milieu de travail a ses acronymes. Ça fait que c'est un marqueur identitaire de l'organisation. C'est de savoir, est-ce qu'on parle le même langage? Donc, appropriez-vous votre environnement en vous faisant une liste d'acronymes. Je seconde. Ayant travaillé pendant un contrat dans un ministère provincial, je confirme, les acronymes sont partout. Tu vas pouvoir valider ou infirmer différents éléments renommés ici. Puis j'ai dit le mot valider. En fait, ça, c'est vraiment ma nouvelle déformation professionnelle. Le mot valider, on le dit tout le temps, partout, n'importe quand. Et c'est lié vraiment au palier hiérarchique. Donc, moi, un de mes grands apprentissages, c'est la notion de validation. Donc, dans une hiérarchie, en fait, l'aspect décisionnel vient davantage des personnes qui sont en haut. Et quand on est plus en bas de la hiérarchie, on a un peu moins de marge de manœuvre. Donc, quand on a l'occasion d'avoir une nouvelle idée, il faut toujours la faire valider par l'échelon, pas l'échelon, mais le grade hiérarchique au-dessus de nous. Donc, est-ce que tu valides mon hypothèse, Laurence? Je valide totalement. Ah, merci. Je valide aussi. Ah, yes! Je me sens tellement... Je me sens validée, c'est malade. Voulez-vous de la validation? Voilà. Merci! On vous valide tous à la maison. À part de ça, en fait, moi, j'ai évoqué la notion de hiérarchie. Dans les normes qu'il faut acquérir dans la vie de bureau, c'est de comprendre, en fait, c'est quoi notre carré de sable, c'est quoi notre terrain, dans quoi est-ce qu'on joue pour ne pas empiéter sur le champ d'expertise d'une autre personne, de notre équipe, de notre organisation. Ceci dit, je l'énonce comme ça, fait que c'est facile à comprendre en théorie, mais en pratique, c'est constamment des choses à revalider, à réitérer. C'est quoi notre carré de sable? Donc voilà mon deuxième petit conseil. Puis là-dessus, il y a quand même un beau parallèle à faire avec l'extrait de Astérix et Obélix que tu nous as présenté. Parce qu'un des points, c'est qu'ils se renvoient la balle. Les employés se renvoient constamment le pauvre Obélix et Astérix en voulant dire « Oh non, c'est pas moi qui fais ça, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. » Donc oui, il faut savoir c'est quoi notre terrain de notre carré de sable, mais il faut savoir c'est quoi le carré de sable des autres aussi pour référer convenablement les gens aux bonnes personnes. Exactement. Puis mettons qu'on a empiété sur le carré de sable de quelqu'un d'autre, ça peut mener notamment à un conflit que ce soit entre individus, entre équipes, entre organisations. Puis quand ça arrive, en fait, les normes que je vous dévoile au grand jour ici nous autorisent à critiquer l'autre partie impliquée dans le conflit. Mais il faut toujours être solidaire de son propre groupe au niveau de proximité auquel on appartient. Fait que mettons que, Laurence, tu parlais de ministère, ça pourrait arriver que entre ministères, vous ayez des critiques à vous adresser. Mais il faut toujours rester solidaire de son propre ministère. Je pense qu'on peut parler de loyauté. Ah, loyauté aussi, absolument. Loyauté, solidarité, absolument. Fait que ça peut se répercuter, en fait, entre directions, entre équipes, entre secteurs, entre petits groupes de collègues sur un même projet. Donc, les échelles peuvent varier, sont relatives, finalement. Et aussi, ne jamais critiquer quelqu'un dans notre groupe devant l'autre groupe, sans quoi on pourrait se faire accuser de manquer de loyauté, justement. C'est pas gentil, faut pas faire ça. Si vous avez des critiques à adresser à vos collègues, vous allez les voir en privé. En privé, voilà. Puis vous leur dites gentiment, faites la technique sandwich. La technique sandwich? La technique sandwich. Un bon commentaire, la critique constructive, un autre bon commentaire. Je t'aime, ça, faut que ça change, mais je t'aime pareil. J'aime ça, c'était clair et concis. Un Vicky autre Langlois, conseil. coach de vie. Et j'aime beaucoup ton conseil, Vicky. Effectivement, ça peut absolument s'insérer dans ma liste de conseils de vie de bureau. Donc, faire des critiques en sandwich, mais
malgré toutes les précautions nécessaires, faire des critiques à des collègues du même niveau hiérarchique que soi, ça reste délicat. Parce que ça peut donner l'impression, parfois, de faire de la microgestion. L'idéal est que la critique vienne de son ou sa supérieure hiérarchique, donc un niveau au-dessus. Mais il ne faut pas non plus stouler nos collègues. C'est ça, là. C'est un équilibre, ou en tout cas, la ligne est mince. La ligne est mince. Parce que moi, mettons, dans le cadre de mon travail, je suis dans la case un petit peu plus élevée que le reste de l'équipe. C'est moi qui gère les opérations quotidiennes puis les équipes au quotidien. Puis, je dois avouer que des fois, les gens viennent me dire comme « Ah ouais, là, il s'est passé ça. » Puis je suis comme « Moi, je vais pas aller lui dire parce que c'est le genre de choses que tu peux... que ça va mieux passer, en fait, si ça vient de toi que si ça vient de moi. Parce que, justement, tu sais, des affaires de genre ben, je veux pas comme donner d'exemple qui pourrait être touché, là, mais mettons... il a volé mon sandwich. Ouais, voilà. Genre, ou comme, tu sais, j'avais tout préparé, mon matériel d'interprétation, puis finalement, il est parti avec, puis là, moi, je me suis retrouvée à comme pas avoir mes affaires. Je suis comme, tu sais, ça se dit de genre, t'es parti avec mes trucs, c'est parce que t'avais pas les tiennes, parce que moi, je les avais préparés. Tu sais, c'est le genre de trucs qui peuvent... tu sais, mais c'est ça, la ligne est mince. Effectivement, la ligne est très mince, donc faites attention à la maison. La ligne est mince, c'est quand on la traverse, cette ligne-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut entrer dans le commérage. Et le commérage, en fait, c'est de miner la relation avec son ou sa collègue qui était en tort. Donc, même si, justement, la personne a commis une faute répréhensible, quand on interagit avec cette personne-là sur une base régulière, ultimement, ça peut se revirer contre la personne qui a émis la critique, surtout quand c'est de la critique régulièrement. Donc, la réputation est en jeu et la réputation, dans une vie de bureau, c'est extrêmement précieux. À part de ça, donc, toujours, en fait, dans le monde des relations, dans la vie de bureau, un autre élément que j'ai envie de vous partager, c'est la game des CC. Donc, les CC dans les courriels, les copies conformes, c'est un univers en soi. Donc, petit exemple, en fait, si je mets ta bosse en CC de mon courriel, ça peut te mettre dans le trou parce que ça peut avoir une connotation possiblement passive-agressive. Ou bedon, quand je fais un courriel avec une invitation, on va dire, à une rencontre, la personne qui rédige la rencontre a beaucoup de pouvoir parce que c'est elle qui détermine la durée de la rencontre, donc le niveau de détail ou de concision qu'il va falloir avoir, qui est mis dans la boucle, donc qui est en CC, qui va avoir accès à l'information, comment est-ce qu'elle circule cette information-là. Et quand il y a un conflit d'horaire entre différentes personnes pour cette rencontre-là, qui est-ce qu'on priorise? Qui est-ce qu'on tasse de la rencontre? Ça, c'est beaucoup de micro-décisions avec beaucoup de courriels. Et Dieu sait que la vie de bureau, ça n'amène des courriels. Donc, voilà. Puis là, il faut faire aussi attention parce que des fois, tu pourrais avoir envie de ne pas inviter quelqu'un parce que sa présence n'est pas nécessaire, par exemple, mais que tu sais que si tu n'invites pas cette personne-là, ça va... c'est ça. Fait que des fois, c'est une game, mais à la limite, une game politique dans certains cas. Absolument. Et qu'est-ce que tu as à dire sur les CCI? Les CCI, c'est une stratégie qui peut être bien personnelle aussi. Je pense que je m'avancerai pas trop avec une analyse des CCI. En fait, je vous donne des codes, mais vous pourrez expérimenter et jouer avec vos propres codes de vie de bureau également. Super. Un ou deux autres conseils encore peut-être. En fait, conseils ou observations aussi. En fait, c'est qu'une organisation dans la vie de bureau s'auto-évalue par différents indicateurs. Un d'entre eux, c'est la production d'outils. Donc, un outil, c'est quasiment, justement, c'est carrément un indicateur de sa performance, de sa productivité. Et notamment aussi, on adore dans la vie de bureau les partenariats, qui est un indicateur de bonne activité.
productivité, de bonnes relations, en nombre assez important, mais pas trop, parce que si on est dans trop de comités externes, on se détourne de notre propre mission, on verse dans trop de collaborations et ça mine notre crédibilité. Et c'est exactement de ça que je parlais quand je mentionnais au début de l'épisode, que des fois, ce qui est vraiment bien vu dans le milieu académique, ça l'est beaucoup moins dans le monde professionnel. Donc, la marge de manœuvre, elle est restreinte ici. Il faut être impliqué, mais il faut être focus, puis il ne faut pas que ça mine la productivité puis l'efficacité, etc. Absolument. Puis en fait, la raison pourquoi je vous parle de ça, pour revenir en fait dans la boucle du formulaire A38 des 12 travaux d'Astérix, en fait, c'est que chaque organisation qui est dans la vie de bureau partage à un degré ou un autre les différents référents que j'ai énumérés. Mais justement, moi, je vois ça comme cet ensemble de codes, de marqueurs de sens. On peut le voir comme carrément une culture en soi. Et cette culture de la vie de bureau, elle est loin de plein d'autres cultures. La culture universitaire, de la recherche, mais la culture, en fait, de énormément d'autres nations qui, on va dire, ne sont pas occidentales. Et dans le cas qui me concerne, les cultures des Premières Nations. Donc, cette bureaucratie-là leur a été imposée avec la colonisation et elle est maintenue aujourd'hui. Les gens ont dû apprendre comment remplir des formulaires, comment bâtir des projets selon les termes de référence qui sont définis par la bureaucratie, savoir cocher les bonnes cases, prouver qu'on a fait bon usage des financements de l'année précédente pour assurer celui de l'année prochaine, parce que très souvent, en fait, le financement des projets est basé sur des redditions de comptes de l'année d'avant ou du cycle financier précédent. Et c'est un gros critère pour savoir, tu auras droit à combien de sous pour le prochain exercice budgétaire. Donc, ma petite conclusion perso, en fait, c'est que c'est un ensemble de normes, c'est des codes qui... ça vaut vraiment la peine d'apprendre à les maîtriser pour s'éviter de virer fou comme Astérix. Hey, mais pour vrai, Anne, je trouve ça tellement pertinent, l'exercice que tu viens de faire là, parce que bon, ça illustre le travail d'un anthropologue, en fait, avec toutes les observations que tu as fait, les constats, les conseils que tu nous as donnés. Mais aussi, ça montre que pour faire de l'anthropologie, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, dans une communauté qui nous est complètement étrangère. Des fois, on a juste à rentrer dans une tour à bureau, dans un ministère, dans une institution. Puis la culture va être tellement différente, l'organisation, qu'on va avoir l'impression, en fait, que c'est une communauté autre dans laquelle on se sent étranger, étrangère. Là. Il suffit d'ouvrir l'œil, en fait, parce qu'on peut très bien faire de l'anthropologie de proximité, hein, pas besoin d'aller dans un autre quartier. On peut faire l'anthropologie de sa propre rue, si on veut. Il suffit de se décentrer, d'ouvrir l'œil puis de noter ses observations. Tu sais, je pensais à ça. Je pense que j'ai été plus déstabilisée. J'ai vécu un choc culturel un peu comme toi quand j'ai eu mon expérience de travail en ministère. Je pense que j'ai eu un plus gros choc culturel à ce moment-là que lors de ma recherche de terrain au Pays Basque. Là. Donc, ça peut donner une idée. On a ça en commun, effectivement. C'est ce que j'ai dit à ma boss, à mon évaluation annuelle, ma toute première, en disant mon plus gros choc culturel, c'est la culture de la vie de bureau. Exactement. C'est ça. Oui, vraiment. Mais c'est un monde... merci de nous avoir présenté ce monde-là. Je suis certaine que tous les conseils que tu nous as dit vont servir. En tout cas, moi, j'ai pris des notes. Puis la culture du CC, là, je t'avoue que c'est encore quelque chose que j'apprends à maîtriser. Là. C'est un work in progress parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus important que d'autres aussi, cet aspect-là. Ben écoute, je pense que c'est ça qui clôt notre épisode d'aujourd'hui. Oui. Hey, merci beaucoup, Anne. Tu as été hyper généreuse. Ça a été très pertinent et divertissant. On a eu beaucoup de plaisir. Plaisir partagé. Merci tellement de l'invitation. Bien, ça nous fait un grand plaisir. C'était vraiment le fun. Puis c'était le fun d'avoir une perspective d'une professionnelle. Oui. Puis d'avoir vraiment tes insights sur la vie de bureau. Merci tellement.
Pour ceux à la maison, je vous rappelle que vous pouvez écouter nos épisodes. On sort un épisode par mois. On est sur Amazon Podcast, Apple Podcast, C'est quoi de même? Spotify, Deezer, YouTube. Ben oui, Deezer abonnez-vous à tout ça. C'est ça, abonnez-vous Facebook, à... Instagram pour avoir nos nouvelles. C'est ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous voulez nous laisser un petit review, on prend les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin de s'améliorer. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en! Et finalement, ben, comme le dirait notre directrice Michel, ne boudez pas votre plaisir! Et on se revoit dans un mois pour le prochain épisode. Yeah!